est là. Le scandale de Deido, un enfant a été poignardé. Il en est mort au lycée de Deido où règne l'insécurité. Encore de nombreux confrères qui ont fait la descente sur le lieu et même Télévision 4 télévision. On vous a vu, notamment à la télé, également à travers les réseaux sociaux, vous étiez là-bas, les images ont été prises. C'était juste pour la propagande. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Dans la famille de M. Bello. M. Ernest Obama, j'ai rarement été aussi profondément meurtri par une actualité. C'est pour cela que je m'y suis rendu. Nous avons des enfants. Nous avons des frères et sœurs. Ils quittent nos maisons pour nous qui les encadrons. Ils vont à l'école. Et lorsqu'ils y vont, nous restons dans l'assurance qu'ils sont encadrés. Ils sont dans une enceinte publique. Là, il s'agit du lycée de Deido. Beaucoup de choses étaient dites dans les réseaux sociaux. Je suis allé rencontrer les responsables du lycée pour comprendre ce qui s'était passé. Ensuite, je suis allé rencontrer les parents. Ensuite, je suis allé à l'hôpital où il a été transporté. Je ne peux qu'adresser mes condoléances, les renouveler à cette famille. Je ne vous dis pas dans quel état était ce parent qui me disait « J'étais au travail. On me dit que quelque chose, on a poignardé mon fils. » J'ai appelé 2 fois au lycée pour avoir l'information. Par 2 fois, ils m'ont dit qu'ils me rappelleraient, ils ne l'ont pas fait. Et c'est au volant de mon véhicule, traversant le pont de Deido, que j'entends dans le journal d'Equinox que mon fils est décédé. Je n'ai de mon fils aujourd'hui que ses chaussures. Même le sac qu'il avait ce jour-là. Même sa tenue, j'ai rien. Le corps est à la morgue. C'était un père meurtri. Ce que je veux dire, M. Ernest Obama, c'est que ce sont des choses inadmissibles. Je suis allé moi-même, je voulais comprendre, je voulais écouter. C'est inadmissible. Nous ne pouvons pas envoyer nos enfants dans des lycées et collèges. Ils y sont violés, puisque j'ai appris qu'on viole les garçons dans des lycées. Qu'on arnaque des élèves dans les lycées, puisque ce coup-là, c'est des personnes qui sont entrées armées et qui arrachaient des téléphones portables, puisque c'était un jour de remise de bulletins. Alors moi je dis ceci, c'est inadmissible. C'est pour cela que j'ai dit que la responsabilité de cet établissement doit être engagée. J'ai suggéré que les avocats prennent cette affaire en main. Pas que j'accuse le proviseur, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que même les enseignants sont en danger. J'ai fait mon enquête. Il arrive qu'aujourd'hui des individus parfois habillés en tenue scolaire sortent des couteaux contre des enseignants. Ça arrive. Mais dans quel monde sommes-nous? Alors je dis ceci, c'est des choses simples. Quand je passe à côté de la prison de Kondengui, l'une des choses qui me marque, puisque nous sommes à Yaoundé, c'est que le mur est étrangement haut. Et ensuite, il y a des barbelés. On m'a dit qu'au lycée de Deido, un lycée de 6 000 étudiants, 6 000 élèves, dans lequel s'étaient produits des cas similaires avant, de menaces d'élèves, on peut relever le mur. On peut mettre des barbelés. Est-ce que ça coûte si cher pour que les gens n'escaladent plus? Ce n'est pas une proposition extraordinaire. Mais M. Ernest Obama, qu'est-ce que ça coûte? C'est une proposition. Puisqu'il y a une clôture, d'avoir des services de sécurité à l'entrée d'un lycée. Pourquoi lorsque nous allons dans des ministères, dans des ambassades, nous trouvons des sortes de rectangles bizarres, nous passons et ça fait des bruits bizarres, on nous dit que nous devons vider nos poches. Donc c'est si difficile dans un lycée réputé dangereux. On n'est pas obligé de faire ça partout. Parce qu'il y a même des lycées où il n'y a pas de clôture du tout, où on entre même par le toit. Mais pour un lycée comme celui-là, nous sommes en zone urbaine. Ça vaut pour le lycée de Deido comme pour celui d'Aqua. Pour protéger et les élèves et les enseignants, on peut prendre ce type de mesures. Autre chose, le lycée de Deido se trouve à 2 pas de l'hôpital de Deido. Et moi, je vais vous dire que quelqu'un m'a confié que si cet élève avait été poignardé à côté de l'hôpital La Quintini ou de l'hôpital général, peut-être qu'il ne serait pas décédé. Mais cet hôpital-là, ce n'est pas la faute de l'urgentiste. S'il n'a pas de scanner, s'il n'y a pas de radio, je dis n'importe quoi. Parce que lorsqu'un enfant arrive
avec une blessure à la poitrine. J'imagine qu'il y a un dispositif technique ou technologique qui permet par l'imagerie de voir l'ampleur de la blessure et de savoir comment faire. Bon, on a vu quelqu'un appuyant le cœur, appuyant la poitrine. Maçon. Moi, je reste convaincu que cette personne le faisait juste pour donner l'impression qu'il essayait de faire quelque chose. Mais comment on peut avoir un lycée de 6000 élèves? C'est une proposition que je fais parce que parfois, il faut que des choses comme ça arrivent pour que nous prenions conscience. 6000 élèves. On a un hôpital à côté. Mais M. Obama, pendant un cours d'éducation, comment on appelait ça? Cours d'éducation physique. Un élève peut avoir une entorse, une fracture. Mais si vous avez un hôpital à côté, dotez cet hôpital, en tout cas son service d'urgence, du matériel nécessaire. Est-ce que c'est si difficile de protéger nos enfants? Et d'ailleurs, dites-moi, le côté humain, le cœur. Oui, je salue les mesures qui ont été prises par le ministre de la Santé de sanctionner une personne ou deux qui faisait des selfies parce qu'on est maintenant dans un pays où on filme même quelqu'un qui est en train de mourir. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on ne s'empresse pas de prendre les sanctions qu'il faut pour remédier à la situation. C'est-à-dire qu'au moment où nous parlons, cette clôture devrait déjà être en chantier. On devrait déjà voir des gens en train d'installer des barbelés. On devrait déjà voir dans des lycées susceptibles d'entretenir ce genre de choses. Voir des sociétés de sécurité installées à l'entrée de ces lycées. D'ailleurs, j'ai appris une chose. Que dans un lycée, quelque part dans le Mungo, un proviseur a été attaqué en justice à cause d'une affaire d'immatriculation du terrain du lycée. Et que ce proviseur paye de sa poche en justice les frais de ses avocats. Et ça m'a amené à réfléchir parce que j'ai dû enquêter. Je me suis dit, mais même s'il y a un contentieux foncier sur l'immatriculation d'un établissement scolaire, mais ce proviseur, il représente l'État. Pourquoi il devrait se battre, lui, en son nom? Il s'agit de l'État. Donc l'État, M. Ernest Obama, doit prendre ses responsabilités pour protéger les enfants. Parce que sinon, on a l'impression qu'on est en train de créer des conditions pour que tout le monde envoie son enfant dans un collège privé. Oui, parce que ça n'arrive quand même pas à Vogt. Hein. Ça n'arrive quand même pas à Jean Tabi. Ce genre de choses. Même tout le monde n'aura jamais l'argent pour aller payer 200 000 ou 300 000. Non. Le public doit reprendre ses responsabilités. Mais que ça cesse. J'ai souvent l'habitude, excusez-moi de m'étendre là-dessus, parce qu'on peut parler, enfin, vous me parlez des gens qui racontent des âneries sur des plateaux de télé. Voilà des sujets importants. Vous croisez deux élèves de l'école primaire. Faites cette expérience. D'ailleurs, c'est bien, il a plu de ce côté-ci. Ah, ils sont en congé. Mais attendez, bientôt, dès lundi, c'est la rentrée. Deux élèves qui rentrent de l'école. Comment savez-vous que l'un d'entre eux vient d'une école publique? Parce qu'il est sale. Merci. Vous pouvez passer à l'autre question. Parce que justement, à l'école publique, ils sont 300 par salle. La pauvre maîtresse ne peut plus répondre. Ah, madame, on m'a tapé, madame, on a arraché ma craie. Elle ne peut même pas circuler parce que parfois, entre les bancs, il n'y a même pas d'espace pour circuler. Et bien, évidemment, à la récréation, on joue dans la poussière, on se déchire les sacs, on se déchire les habits. Alors que vous allez à l'école, les champions, j'ai dit n'importe quoi, on ne dira pas que j'ai fait la publicité, mais c'est à peu près les noms des écoles privées, souvent les champions, les paquerettes et autres. Donc, là-bas, on surveille les enfants, la cour, elle est bien, tout le monde est propre, et les enfants sont bien. Mais non! Que devient le service public, bon sang? Donc, c'est le service des enfants des pauvres qui sont à l'abandon. C'est l'hôpital des pauvres qui sont à l'abandon. C'est pour cela que nous nous battons pour que l'humain, M. Obama, revienne, retrouve sa place au cœur de l'État. C'est pour ça que nous nous battons. D'accord, merci. On va parler avec beaucoup d'émotion de ce sujet-là. Je vais avoir votre avis sur un autre sujet qui a marqué l'actualité cette semaine au Cameroun. Le discours de M. Chief Mokete au Sénat, qui a été un peu plus émotif au sujet de la crise anglophone. Oui, j'ai vu les images, j'ai suivi les propos de Chief Mokete et Simi. En fait, le nom est même plus long encore. D'abord, moi j'ai été heureux de voir enfin un parlementaire s'exprimer comme ces parlementaires que nous voyons souvent dans les chaînes de télévision occidentales. Mais un parlementaire bon sang, il est un élu du peuple. Il jouit de l'immunité. Il a le droit de s'exprimer, et même avec émotion. Oui, j'ai apprécié cela sur la forme.
Et j'espère que les nouveaux élus, en tout cas les nôtres, ainsi ils se comporteront. Parce que si aujourd'hui le Parlement est réduit à l'insignifiance, c'est parce qu'on a l'impression que les élus sont simplement des figurants, sont des exécutants. Ils ne sont plus des porteurs de vision. Ils ne sont plus des défenseurs des intérêts du peuple. Oui, c'est avec émotion qu'il faut défendre son peuple, parce qu'on le représente. Ça, c'est la forme. Dans le fond, en revanche, j'ai des soucis, vous savez. C'est un peu le problème de ceux de ma génération, avec la génération de certains de nos parents. Moi, j'ai fait de petits efforts pour apprendre l'histoire du Cameroun. Moi, j'ai lu que Chief Moukete était l'un des grands soutiens à la politique de la réunification. Il était pour un Cameroun uni, un et indivisible, aux côtés du président Ahidjo, à l'époque. Différemment d'ailleurs d'autres personnages, comme Djomgwa. C'est un personnage dont on parle peu, qui lui était l'un des rares anglophones à l'époque politiques à tenir tête à Ahidjo en lui disant qu'il fallait même qu'il y ait deux nationalités. Parce que lorsqu'on parle de l'Ambazonie aujourd'hui, en fait, l'un des personnages politiques au Cameroun à avoir vulgarisé la nationalité ambazonienne, c'est M. Djomgwa. Mais lui-même, par la suite, va être député de l'Assemblée nationale de la République unie du Cameroun, je crois de 1974 à 1977, lorsqu'il est décédé. Donc moi, ça me pose juste un petit souci de cohérence. C'est-à-dire que lorsqu'on a été partisan d'une république unie, une, indivisible, et qu'on siège justement au Sénat depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, bon, est-ce que c'est une sagesse qui vient justement après 100 ans? C'est possible. Et puis, elle est la bienvenue. Mais moi, je vais vous dire, vous connaissez ma position, je ne partage pas l'idée de fédéralisme. Parce que je reste convaincu que la crise anglophone n'est pas une crise fédéraliste. Elle n'est pas une crise sécessionniste. Elle est une crise autonomiste. J'ai eu à l'expliquer à maintes reprises. Le 4 mars 1916, nous n'avons pas demandé à ce que l'Allemagne perde la guerre et que nous devenions un butin de guerre que se sont partagés les Français et les Anglais. Nous nous sommes battus comme nous avons pu pour nous remettre ensemble. D'abord sous la réunification, après l'indépendance de l'un en 60, de l'autre en 61 pour la réunification. Et nous nous sommes battus pour nous mettre ensemble sous un Cameroun uni. Mais ce que nous avons oublié, c'est qu'effectivement, il y avait une longue période de séparation et qu'une partie du pays, notamment celle qui est minoritaire, était nostalgique d'une culture héritée de la Grande-Bretagne, la culture de l'autonomie, la culture de l'auto-prise en charge. Et ils ont commencé à le dire depuis des années. Et moi qui suis francophone, je vous dis, Monsieur Ernest Obama, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de la décongestion de l'État central. On va peut-être parler tout à l'heure, mais j'en profite pour y aller. Parce qu'il y a au cœur de cela la question de la décentralisation. Elle est en marche déjà. Mais comment peut-elle être en marche? Vous le dites peut-être parce que vous voulez que je bavarde ou que je parle. Comment peut-elle être en marche? Lorsque vous avez des mairies, on vous dit que les mairies reçoivent des financements. Notamment, il y a les impôts qui sont dévolus dans la péréquation aux communes. Vous savez comment cet argent arrive aux communes? Non, vous ne savez pas. D'abord, ce n'est pas les communes qui les recouvrent, c'est le service des impôts qui souvent est en sous-effectif et c'est jamais fait à temps. Ensuite, c'est reversé, principe unicité des caisses oblige, dans les trésoreries payeries générales. Je ne vous dis pas par quelle acrobatie les maires réussissent à accéder à cet argent. Ce n'est pas tout. L'accès même, on vous parle de... Comment on appelle ça maintenant? Ça, d'ailleurs, le décret a été signé l'autre jour. Il y a tout un budget, une part de budget, une dotation à la décentralisation. Vous savez que le 22 février 2019, le Premier ministre John Gouttier a signé un décret qui a augmenté l'enveloppe de 10 milliards à 50 milliards. Et que désormais, 100 millions, parce qu'il y a 36 milliards là-dedans qui sont dévolus à l'investissement. Donc chaque mairie désormais au Cameroun va recevoir cette année 100 millions de francs CFA au titre de l'investissement. Mais que ce soit cette somme-là, que ce soit
les fonds transférés sur le compte du transfert de compétences. Vous savez où va cet argent? Toujours dans les trésoreries pairies générales. Vous savez comment les maires obtiennent cela? Par un système de carton. C'est-à-dire que c'est encore l'autorité déconcentrée qui autorise que le maire puisse accéder à des fonds qui prétendument lui reviennent. Comment vous appelez cette décentralisation? D'ailleurs, c'est amusant parce que dans l'enveloppe de 50 milliards, moi j'ai lu, article 3, c'est un petit décret, c'est 6 articles. Article 3, article 4, il y a un tableau. Et il y a 600 millions de francs, une fois encore dans la dotation, dévolue aux administrations déconcentrées, dit-on, pour accompagner la décentralisation. Ça ne s'arrête pas là. Allons au FECOM. Comment expliquez-vous que le FECOM, qui reçoit l'argent des mairies, garantit l'investissement dans les mairies, soit dirigé encore par l'État central? Et que même dans le conseil d'administration du FECOM, les mairies ne soient représentées, je crois, qu'à hauteur de 2%. Je crois que cette affaire, c'est un miroir aux alouettes. Où nous allons véritablement, et moi je vais vous dire, M. Obama, et suggérer, souffrez que je puisse, modestement, c'est le président de la République, je ne veux pas dire un conseil, mais faire une suggestion au président de la République. Si nous voulons un pays, et moi je ne voudrais pas qu'il sorte comme Bouteflika et les autres, c'est pour ça que je lui fais cette suggestion. Si nous voulons que notre pays se redresse, décentralisation, permettons à nos mairies, c'est ce que nous on a appelé la régionalisation, parce que figurez-vous que si ce problème n'est pas réglé au niveau des communes, ce ne sera pas réglé après les régionales. D'ailleurs, allez lire la loi d'orientation, allez lire les lois de 2004. L'autorité administrative, c'est lui qui donne un avis pour qu'il y ait une réunion du conseil régional. C'est lui qui décide de l'ordre du jour du conseil régional. Il peut même interdire la réunion du conseil régional. Et plus grave, le président de la République a le droit à tout moment, quand il le veut, de dissoudre un conseil régional. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Monsieur le Président de la République, décongestionnez l'État. Mettez en place une fonction publique municipale, c'est-à-dire qu'il y ait une administration municipale, qu'il y ait un vrai pouvoir municipal, qu'il y ait aussi des réformes aux CEFAM, pour que ceux qui sont formés pour administrer les communes soient davantage compétents. Le peuple a besoin de se prendre en charge. L'État est déshumanisé, l'État est défiguré. On a l'impression qu'il y a une poignée de rentiers au sommet de l'État. Et le restant des citoyens, ils ont le sentiment de subir l'État. Ils veulent se prendre en charge. C'est cela le message principal qui nous vient de la crise anglophone. Et c'est ce message qui va être amplifié par la suite du côté francophone, si nous ne prenons pas très vite les dispositions qu'il faut. On va parler de la période post-électorale, mais avant, peut-être une question banale. Vous avez désormais un bureau à soi? On vous a vu sur la toile assis sous un arbre. Après, peu avant, on a vu une note qui circulait, qui demandait que vous rejoigniez votre poste. Après, vous avez été muté au bureau du vice-recteur. Est-ce que c'est facile au Cameroun d'être candidat à l'élection présidentielle, opposé au président qui est au pouvoir, qui nomme aux emplois administratifs et rester fonctionnaire? C'est facile? Je crois qu'il y a plusieurs opposants qui sont fonctionnaires. Vous avez parlé du professeur Kamto tout à l'heure. Je crois que c'est vrai qu'il va en retraite cette année ou l'an prochain, mais je crois qu'il est toujours enseignant de lyrique et qu'il perçoit toujours son salaire pour prendre ce cas-là. Bon, je ne crois pas que ce soit difficile de ce côté-là. Et je crois qu'il y a plusieurs opposants qui sont dans la fonction publique. Bon, mon cas, moi je ne crois pas que ce soit difficile. Vous savez, j'ai été relevé de mes fonctions. J'étais directeur adjoint de Radio Campus et le nouveau recteur, à peine il était arrivé, qu'il a décidé de me relever de mes fonctions et de m'affecter en complément d'effectif chez le conseiller technique. Il disait que vous étiez absent régulièrement de votre poste. Non, je n'étais pas absent à Radio Campus. Et puis de toute façon, c'est discrétionnaire. C'est-à-dire un recteur, il a le droit de vous nommer et de vous relever quand il veut. Et puis de toute façon, moi j'ai toujours été heureux de servir mon pays, nommé ou pas. Il ne faut pas penser que lorsque je dis que j'ai été envoyé en complément d'effectif, j'essaie de dire que c'est une sanction. Je rappelle que même lorsque vous sortez de l'ENAM, avant qu'on ne vous nomme premier adjoint ou sous-préfet, vous êtes d'abord au ministère et ça s'appelle être en complément d'effectif.
tout ce que j'ai demandé depuis que j'avais été envoyé en complément d'effectif, c'était d'avoir un bureau. Mais je travaillais. Je vous rappelle d'ailleurs que j'avais reçu une note de mon patron me demandant mon avis sur la construction d'un nouveau portail. Bon, c'est vrai que dans ma note, je lui avais répondu que j'ai une formation de communicateur et de juriste avant et que je n'ai que des notions d'Internet sur le génie civil. Votre patron a demandé votre avis sur la construction la construction d'un nouveau portail. Et moi, je lui avais répondu à l'époque, dans ma note, que bon, comme je passais par ce portail tous les matins et que je voyais qu'il ne se fermait plus, que par bon sens, je pense qu'il était bien qu'on construise un portail. Et je crois que ma note a été suivie. Quelque temps après, j'ai vu un chantier de construction de portail. Donc, j'ai toujours été au service de mon pays. Je demandais juste qu'on me donne un bureau. Je ne sais pas pourquoi ça vous fait rire, M. Obama, que je sois au service de mon pays. Tout ce que je demandais, c'était d'avoir un bureau. Je n'avais donc pas de bureau. Je n'avais pas où m'asseoir. Je déambulais dans le campus, parce qu'il faut que cela soit dit. J'allais tous les matins. J'avais même demandé à mon patron, je fais comment? Il m'a dit, il faut venir tous les matins, vous me saluez. Votre patron de l'époque? Oui, vous me saluez, et s'il y a quelque chose. Et puis un jour, je suis allé voir madame le secrétaire général, le professeur Tang, je donne son nom. Je lui ai dit, madame, je ne peux quand même pas venir tous les jours au campus pour saluer les gens. Et quand je les salue et que je n'ai rien à faire, je vais de bureau en bureau, je erre comme un mauvais esprit. Bon, je préfère m'occuper à autre chose jusqu'à ce que j'ai un bureau. Et je me suis occupé à autre chose. Peut-être même que ça m'a permis d'être plus utile au Cameroun en trouvant du temps pour penser à un projet pour mon pays. Bon, plus tard, j'ai appris que je n'allais pas au travail. Je suis donc allé au travail immédiatement. Et je n'ai pas trouvé qu'il y avait de bureau. Je me suis renseigné partout. J'ai cru qu'il y avait désormais un bureau. On m'a dit qu'il n'y en avait toujours pas. Je me suis donc assis sous l'arbre parce que, en plus, mes amis chez qui j'allais souvent passer du temps, taper les commentaires, comme on dit, on les a tous nommés ou affectés entre-temps. Donc je ne connais plus grand monde. Je suis resté sous un arbre. Bon, apparemment j'ai mal fait de dire que je suis sous un arbre. Je suis toujours au service de mon pays. Et j'entends toutes sortes de choses. Vous avez été muté maintenant, vous avez un bureau? Mais voilà, j'ai été muté dans un secrétariat. Je devrais, depuis que j'ai été désigné, je ne suis pas encore allé prendre service. Je vous le dis, en toute honnêteté, j'irai prendre service et on va certainement, j'espère cette fois, me montrer, mais je sais déjà où j'ai été affecté parce que je connais l'espace en question. Il y a une table et 2 chaises. Je crois que là-bas au moins, et je crois d'ailleurs que, qu'est-ce qu'on fait dans un secrétariat? Parce que je connais les personnes qui y travaillent. Généralement, vous entendez la cloche sonner et puis on vous dit peut-être aller faire le transfert de crédit ou alors aller prendre un dossier au courrier. Bon, peut-être c'est ce à quoi on estime que je dois être utile pour mon pays. Il n'y a pas de souci. Je le ferai et ça ne m'empêchera pas d'être candidat aux élections qui s'en viennent. Et ce qui me fait rire un peu, j'entends et lis toutes sortes de choses. Bon, c'est né d'une émission récemment où je n'ai pas eu le temps de bien expliquer. J'entends des choses sur le salaire. Alors, il se dit que je gagnerais donc un salaire sans travailler. Mais personne ne veut écouter que je vous dis que j'ai toujours travaillé quand on m'a sollicité et que j'ai l'impression, et je l'ai dit partout, que j'étais payé parfois pour ne rien faire. Donc, je dis encore ceci. Le salaire en question, je le mérite. Parce que mon employeur me le vire. On ne cesse de virer un salaire à un employé que lorsque son contrat est suspendu ou lorsque le contrat est résilié. Et mon employeur n'a pas suspendu mon contrat. Moi-même, je n'ai pas encore demandé, je pourrais le faire, à le suspendre parce que le texte qui régit le personnel de l'université autorise tout personnel à demander suspension de son contrat pour un maximum de 2 ans. Je ne l'ai pas encore fait. Mon employeur ne se plaint pas. Parce que si mon employeur avait un souci, mon employeur lui-même, il sait qu'il ne m'a pas beaucoup, en dehors de la note pour le portail, ne m'a pas donné du travail. Et me vire ce salaire. C'est depuis octobre que moi j'ai décidé, par acquis de conscience, parce que j'ai une éthique, je me suis dit, bon, de toute façon, à partir d'octobre, je suis véritablement en politique. Je ne vais vraiment plus au travail, c'est-à-dire que même si on avait envie de me donner du travail, forcément, peut-être qu'on ne me verrait pas. J'ai dit cet argent, je préfère le laisser là. Et un de ces 4 matins, je le prendrai et je le donnerai à un orphelinat ou pour une œuvre sociale pour que j'ai la conscience tranquille. Mais j'entends des choses du genre, il faut le reverser au trésor. C'est une recette, c'est mon salaire, non? D'accord, c'est compris. On va parler de la période électorale et même post-électorale.
si cela vous convient. Il nous reste 20 minutes à passer ensemble, on n'a pas eu le temps passer. On a encore de nombreux sujets à aborder. D'abord, cette question n'était pas prévue dans mon fil conducteur. Cabral, quand vous êtes ressorti de l'élection présidentielle, après la proclamation des résultats du Conseil constitutionnel, le résultat que vous avez obtenu, quel est le sentiment que vous avez eu? Est-ce que vous vous y attendiez à ce score-là au départ? Est-ce que vous avez été surpris par le score que vous avez eu? J'ai été surpris par le score. Je reste convaincu que c'est plus que cela. Mais je n'ai pas les preuves de ce que j'avance. Je l'ai toujours dit. Je reste convaincu que ces Camerounais que j'ai rencontrés m'ont voté plus que cela. Vous n'avez pas de preuves? Mais je n'ai que 13 000 PV, je l'ai dit. Ça me donne vainqueur, mais c'est 25 000 PV. Sur les 13 000 PV, vous êtes vainqueur? Oui, il me donne légèrement vainqueur. Légèrement? Oui, légèrement. Devant qui? Vraiment, vous voulez créer une autre polémique. Ça me donne légèrement vainqueur et les PV sont consultables. Il n'y a que 13 000 sur les 25 000. Vous êtes journaliste, vous venez consulter quand vous voulez. Donc, j'étais très en colère. Je m'étais dit, on n'est pas obligé de faire ça. On n'est pas obligé. Surtout qu'on avait tellement bossé et qu'on avait tellement encouragé les gens à s'intéresser à la politique. Vous avez vu les meetings, celui de Douala, celui de Marois. Le meeting de Douala en image, justement. Oui, mais ce meeting-ci, c'est même pas celui qui me touche le plus. C'est celui dont les images circulent le moins. Le meeting où moi-même j'ai pleuré. Parce qu'en fait, beaucoup de mes camarades pleuraient à chacun de ces meetings. Le meeting où j'ai moi-même pleuré, c'est le meeting de Kribi. J'avais vu un monde comme jamais. D'ailleurs, tout le monde était sorti, y compris toutes les hautes autorités. Même les plus anciens sont venus me dire de mémoire de vieillard dans cette ville. Même pour le parti au pouvoir, on n'a jamais vu ça. J'ai vécu la même chose à Garouaboulaye, à 3 heures du matin. Vous savez, j'en parle, ça peut perler à mon œil. 3 heures du matin. J'ai trouvé une foule immense qui attendait. Ces gens, et à chaque fois je demandais, montrez vos cartes. Tout le monde n'en avait pas. C'est vrai, beaucoup ne se sont pas inscrits comme on l'aurait souhaité. Il y a eu, selon les chiffres officiels, 6,8 millions par là, votants, 3,7 millions par là. Le message n'est pas passé. Et je suis sorti de l'élection avec la colère pour les résultats et le regret. Et ce regret, je le partage avec beaucoup de Camerounais qui me le disent dans la rue, qu'on aurait pu vous écouter. Mais beaucoup me disent aussi qu'ils ne m'ont pas écouté, mais à côté, oui, mais on y revient. Ils ne m'ont pas écouté à cause de tout ce qu'on a dit de moi, à cause de tout ce qu'on disait de moi. Et je suis souvent resté silencieux sur cette question. Ce sera interprété comme on voudra. Allez dire au MRC que j'ai pris acte de la haine. Quand je dis le MRC, j'ai pris le temps de réunir les preuves. Vous aurez beau dire, le président Kamto n'a jamais parlé de vous, encore qu'il l'a fait, me traitant de cadet irrévérencieux, un de ces 4. Mais lorsque votre vice-président traite votre concurrent de tous les noms d'oiseaux, lorsque votre conseiller à la communication traite votre concurrent de tous les noms d'oiseaux, lorsque vos directeurs de campagne disent toutes sortes d'inepties sur votre concurrent, lorsque vos militants racontent toutes sortes de sottises et de bêtises sur votre concurrent, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir la bouche. Soit votre silence est complice, soit vous en êtes l'instigateur. Et je voudrais leur dire, comme celui-là, enseignant à l'université, je ne dis pas laquelle, qui a partagé un matin à tous ses collègues, ne sachant pas que parmi ses collègues, j'avais mes amis, à 5h30 un matin, que je gagnais des marchés dans un établissement public de la place où un membre de ma famille travaille. Et qu'un de ses collègues m'a appelé à 6h, me disant, mais Cabral, tu nous compliques la vie. Comment tu peux mener une telle vie? Tu parles de quoi? Lui avais-je posé comme question. Il me dit, mais voilà ça, je t'envoie par WhatsApp. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était déjà sur Facebook. Qui vous a envoyé ça? C'est elle. J'ai dit, mais c'est pas possible.
comment un homme de ce niveau, de cette trempe, de ce grade, peut se livrer à un tel bénévolat de bassesse. Je ne sais pas ce que j'ai fait à ces gens. Mais il ne me souvient pas que dans ma pauvreté, comme il le disait à l'époque, je n'avais que 2 vestes. Que dans ma mendicité, comme on m'a dessiné un jour sur un journal avec demandant les tchang-tchang. Il ne me souvient pas qu'avec ma bande d'oisifs, comme il disait à l'époque, des cervelets, nous ayons dit le moindre mal de quelqu'un, nous arpentions les rues. Nous nous tenions comme des gens bizarres dans des marchés. Nous allions dans des villages, suppliant même carrément les gens de s'inscrire sur les listes électorales. Que leur avons-nous fait pour nous vouer une telle haine? Mais moi, je vais vous dire, je ne crois pas qu'on doit construire un pays de haine. Tout comme tout à l'heure, vous parliez de fédéralisme. Moi, je suis très respectueux des autres. Parce que ça m'a échappé, c'est l'occasion de le dire. Parce que c'est bien que Chief Moukete parle de fédéralisme. D'ailleurs, j'entends souvent dire que le parti qui a le premier parlé de fédéralisme au Cameroun, c'est le SDF. Moi, dans ma petite culture, moi, je sais que c'est le MP de Jean-Jacques Kindi. Mais revenons, parce que ça m'est revenu là tout de suite. Et c'est toujours bien de restituer l'histoire. Pour dire que, autant que je remonte, que ce soit dans mes chroniques, que ce soit dans mes activités avec mes équipes, nous essayons de vendre, c'est un terme mal choisi, une vision. Nous pensons le Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Nous pensons un Cameroun avec des idées, M. Obama. Vous êtes un média, parlons-en. Vous avez la licence? Non. Nous pensons un pays démocratique, où on n'est pas obligé de payer 100 millions pour avoir une licence, où on n'est pas obligé de voter une loi du 20 avril 2015, demandant à des télévisions de payer une redevance mensuelle de 4,5% de chiffre d'affaires, hors taxe. Voilà ce dont nous parlons. Nous parlons d'un pays où règne une justice, où on fait des réformes. Nous parlons de décentralisation. Nous avons des idées. Nous parlons d'un parlement monocaméral qui nous fait faire des économies de 12 milliards pour renflouer de 5 milliards la caisse qui permettra de financer les médias. Tiens, voilà ce dont nous parlons. Nous avons des idées, nous avons des propositions, nous n'insultons personne. Mais pourquoi on nous déteste tant, au point qu'aujourd'hui, les gens égrènent des chapelets pour que les citoyens ne soient pas légalisés? Les gens vont même voir des marabouts pour que la mort nous trouve quelque part. Souvent, j'annonce que je suis en train de voyager, vous voyez des gens identifiés et identifiables, souhaiter que je meure. Comment est-ce possible que quelqu'un qui prétend être journaliste aille se balader dans la ville de Douala, filme l'immeuble de son choix, poste que Cabral Libi a acheté un immeuble? Et dans ce parti-là, on ne lui dit pas de se taire. Et moi, j'ai dit aux gens qui me croisent dans la rue, c'est la toute dernière fois qu'un journaliste me pose encore des questions sur une affaire d'argent que tu aurais reçu. D'ailleurs, vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai voyagé. Monsieur Obama, en juillet 2017, je suis allé aux États-Unis pour la première fois de ma vie. Je n'étais pas candidat. Il n'y avait pas eu de cotisation au Cameroun. Arrêtez de raconter du n'importe quoi aux citoyens qui attendent des solutions à leurs problèmes. Alors je dis ceci. S'il y a vos collègues qui regardent, ou vos confrères, c'est la dernière fois que sur un plateau, si c'est encore le cas, je me lève et je rentre chez moi. Des questions sur des histoires d'argent, des questions sur des ragots de quartier, de sous-quartier, des histoires sur des sauvageries qu'on colporte partout parce qu'on n'a rien à faire. Désormais, quand vous m'invitez, vous me posez des questions de fond. Moi, je pense le Cameroun. Je passe ma journée à travailler avec mes équipes, nous pensons le Cameroun. On n'a pas gagné en 2018. Dieu nous fera grâce. On aura des députés en 2019. On aura des maires, des conseillers municipaux en 2019. Nous essaierons de montrer qu'on peut diriger le Cameroun autrement. Nous essaierons de montrer aux compatriotes qu'on peut avoir un autre pays respecté dans le monde. C'est ça qui nous préoccupe. Merci. On va poser... ça va? Excusez-moi de m'être envolé quelque peu, mais je c'est reste normal, un hein? humain. C'est ça également, décryptage. J'ai une question à vous poser, j'espère que j'aurai une réponse sincère. Ce n'est pas un ragot, c'est un fait que je veux vérifier. Peut-être que le fait n'est pas encore établi. Est-ce que c'est vrai que le MRC vous a contacté peu après l'élection présidentielle pour avoir les PV de 11 millions de citoyens? Le MRC m'a effectivement contacté après l'élection présidentielle. D'ailleurs, c'était le même jour que... Qui vous a contacté? Maurice Kamto lui-même? Écoutez, il y a des détails vraiment qui sont inutiles. Je vous dis, le MRC m'a contacté
le jour même où le professeur Kamto annonçait sa victoire. Avant ou après? Non, déjà, on avait travaillé, mais ça, je l'ai déjà dit. Moi, j'ai travaillé autant que j'ai pu pour la mutualisation. Et je salue, au passage, voilà de bonnes nouvelles. Je salue les camarades, les compatriotes du SDF, pour certains, du PUS, de l'UPC, et même d'ailleurs, certains du MRC, pour la plateforme que nous mettons en place à Douala. Je salue certains compatriotes, même de l'UNDP. Vous me direz, c'est un parti proche du pouvoir avec lequel nous sommes en train de mettre des plateformes. J'ai travaillé avec le professeur Kamto, je l'ai déjà dit, par 2 fois. Une fois chez lui, une autre fois dans mon bureau. C'était d'ailleurs lui qui l'avait souhaité parce que par respect pour lui, moi je souhaitais aller là où il est. On a essayé de travailler, ça n'a pas marché. Et par la suite, lorsqu'il a annoncé sa victoire, il m'a contacté pour que nous mutualisions pour défendre sa victoire. Et moi j'ai dit que de toute façon... Est-ce que vous permettez? Ça veut dire qu'il a annoncé la victoire, c'est après l'annonce de la victoire qu'il est venu vous voir pour avoir les PV? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis bien pour que nous défendions sa victoire. Et c'est en ce moment que moi j'ai dit, d'accord, je suis même convaincu que c'est l'un d'entre nous de l'opposition qui a gagné. Enfin, j'emploie encore le terme convaincu. J'ai l'intuition que c'est l'un d'entre nous de l'opposition qui a gagné. Mais moi j'ai un petit souci. J'ai mes quelques PV. À l'époque, je n'avais pas encore les 13 000. Parce que réunir les PV, c'est un exercice très difficile. Vous savez, lorsqu'un PV doit vous venir de Guimado, Guimado, c'est à 90 km de Zina et à un peu moins de 70 km de Koussiri. Et il y a là-bas, je crois, 4 ou 5 bureaux de vote. Lorsque les PV doivent vous venir de là, et c'est 15 000 francs, le transport. Aller-retour 30 000, pour arriver à Koussiri. Mais non, ça ne suffit pas. Parce que, vous savez, comme le président de la République a le chic de convoquer toujours les élections en saison pluvieuse, cette zone-là est coupée en saison pluvieuse du reste du Cameroun 5 mois pendant l'année. Donc, on y va simplement par hors bord. Donc, pour que le PV qui vous vient de là vous parvienne, ça peut prendre un peu de temps. Mais le peu de PV que j'avais en ce moment précis, je leur ai montré. En fait, je leur ai dit, je les ai. Comme vous, vous avez aussi des PV. Je présume même que vous en avez plus que moi. Puisque enfin, moi, j'étais le plus pauvre des candidats et lui, il était réputé être parmi les plus riches. Donc, je présume que lui, il avait les moyens d'avoir plus de PV. Tout ce que j'ai souhaité, c'est que nous nous retrouvions, que nous compulsions nos PV, même à un pourcentage de 70 ou 80%. Et qu'après cette compulsion, si ça le donne vainqueur, ben, sans même réfléchir, je demande à mes camarades de nous mettre derrière celui qui a gagné. J'ai attendu désespérément d'avoir ces PV. Des appels m'ont été lancés par les médias, par lui-même le prof. Moi aussi, j'ai répondu par médias que j'attendais les PV. J'attendais que nous nous retrouvions pour compulser les Donc PV. vous aviez vos PV. Ce que j'ai reçu en réponse, c'est que je suis un pion du régime. C'est que je suis bête. C'est que je suis idiot. Et tout ce que vous voulez. Voilà la réponse. Est-ce qu'on peut penser que le MRC n'avait pas de PV, selon vous? Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai ma démarche à moi avec mes camarades. Le MRC a sa démarche. Donc, ne me posez pas de questions. Moi, je vais vous dire une chose. Puisque vous voulez absolument que je parle de cela. Pour moi, n'ayant pas de preuve de ma victoire, j'ai très vite compris que je devais commencer à me préparer pour la suite. J'ai voulu dire à la presse ce que j'en pensais. Vous vous souvenez, la police avait assiégé notre QG. J'ai fait mes rapports. Je suis allé les déposer à l'Union africaine, aux Nations unies à New York, et j'ai pris du repos pour retrouver de l'énergie, moi-même, mes camarades avec, parce que dès le 2 janvier, nous, on savait qu'on devait repartir sur le terrain. Ce que nous faisons, je vous rappelle que, en venant à cette émission, je viens d'un voyage. On s'amusait à calculer le nombre de kilomètres que j'ai parcouru depuis le 2 janvier. On est arrivé à environ 12 000 kilomètres, à plus de 70 arrondissements. Il fallait que j'ai de l'énergie pour reprendre ce travail. Bon, maintenant, moi j'ai un très grand respect pour le professeur Kamto. Vous savez, nous qui sommes juristes, on nous a appris les sources du droit. Il y a la loi, il y a la jurisprudence, il y a les grands principes de droit et il y a la doctrine. La doctrine, c'est la littérature qui est produite par les grands maîtres du droit. Et le professeur Kamto, pour ceux qui s'amusent souvent à parler de lui, bon là on parle politique, n'importe comment,
Sur l'affaire de l'école du droit, il faut s'incliner. Vous savez, quelqu'un qui a été, moi je suis juriste internationaliste, membre de la commission de droit international, c'est la commission qui écrit le droit qu'on applique dans le monde entier. Lorsqu'il prend sa plume en 2004 et écrit que le juge constitutionnel est infaillible, ça enrichit la doctrine. Ces jeunes étudiants comme moi, nous prenons ces écrits et nous les citons dans nos travaux. 15 ans plus tard, lorsqu'il écrit le contraire, que le juge constitutionnel est désormais faillible, qu'est-ce que nous autres, apprenants, pouvons faire? C'est que nous mettons simplement dans nos travaux que la doctrine a évolué. Sauf que quand la doctrine évolue, il faut que ceux qui appliquent le droit soient convaincus de cette évolution. Et je crois simplement que c'est à cet exercice aussi qu'il est soumis ces jours-ci, dans le contentieux post-électoral. Il lui appartient de convaincre maintenant ceux qui appliquent le droit de la pertinence de l'évolution de cette doctrine. Moi, c'est tout ce que je peux en dire. D'accord. Il nous reste 5 minutes à passer ensemble. Cabral Libby sera-t-il candidat aux élections à venir, municipales ou législatives? Si oui, dans quelle Vous pourriez ajouter présidentielle aussi, si Dieu m'en donne c'est certain. La possibilité ou l'opportunité. Mais déjà là, pour 2019, je serai candidat aux législatives et aux municipales. Où? Monsieur Ernest Obama, inscrivez-vous sur une liste électorale et préparez-vous à choisir un maire, en fait, une liste aux législatives et aux municipales. Le seul souci que moi j'ai aujourd'hui, c'est que, après la réunion du 3 dont je vous ai parlé, le dossier de notre parti politique, les Citoyens, n'est pas encore en légalité. Donc, le Cabral Libby, qui tout à l'heure appelait à la décongestion démocratique, j'interpelle les autorités du ministère de l'administration territoriale à nous permettre de nous déployer rapidement. Parce que tant que nous n'aurons pas la légalité de notre parti politique, il nous sera très difficile de nous déployer pleinement. C'est pour cela que je remercie Monsieur le gouverneur qui a diligemment traité notre dossier, qui bien avant l'échéance des 15 jours qui lui sont impartis par la loi, avait déjà transféré le dossier au MINAT. J'ai suivi le dossier au niveau du MINAT. Il se trouve actuellement au niveau du service des partis politiques. Je suis également allé leur dire que pour nous, c'était une urgence. 2019 n'est pas une année comme une autre. C'est une année électorale. Nous avons besoin d'un appareil pour aller aux élections. Partout où je vais sur le terrain, là, je m'apprête à aller dans la Damawa et je fais un clin d'œil à mes compatriotes de ce côté qui souffrent beaucoup. Mais heureusement, les forces de l'ordre essayent de résoudre le problème maintenant, souffrent beaucoup de la question des enlèvements que j'ai d'ailleurs laissé l'autre jour à Pitois. Même si, depuis qu'on a annoncé mon arrivée dans la Damawa, certaines autorités publiques vont réunir les chefs traditionnels et leur disent que si l'un d'entre eux passe même à côté de là où je tiens ma réunion, il sera détrôné. Bon, c'est des choses qui font rire, mais malheureusement, ça fait partie des petites intimidations que l'on distille parfois dans l'arrière-pays. Comment vous allez choisir vos candidats aux élections à venir? Quels seront les critères des candidats de votre parti politique, les Citoyens? Le principal critère chez nous, c'est le projet de société. Vous voulez être conseiller municipal? Quel est votre projet de société municipale? Vous voulez être député? D'ailleurs, la circulaire circule déjà dans nos groupes. Quel est votre projet de société législative? Quel type de député voulez-vous être? Et puis, la moralité. Dans nos listes, nous voulons des personnes qui sont dignes de recevoir la confiance du peuple. Nous procéderons d'abord par consensus, d'abord par consensus. Ensuite, si le consensus ne peut pas régler le problème, nous procéderons par les primaires. C'est déjà annoncé dans nos groupes. Ben oui, effectivement. Nous privilégions. Vous savez, ce n'est pas par hasard que nous mettons le citoyen au cœur de l'État. Pour nous, l'État existe pour l'humain et devra survivre par l'humain et pour l'humain. C'est pour cela d'ailleurs que nous proposons d'écrire le contrat social. Vous savez, M. Ernest Obama, je parlais du Chief Moukete tout à l'heure. Nous avons besoin d'élus porteurs de vision. L'une des raisons pour lesquelles nous pensons que le Parlement ne sert à rien, c'est parce que nous avons des parlementaires exécutants.
Parfois, nous avons même l'impression qu'ils ne sont pas instruits. Pourtant, certains députés sont des personnes que nous avons connues par le passé. Certains ont été nos enseignants, certains ont fait leurs preuves dans la vie active. Pourquoi lorsqu'ils vont au Parlement, ils deviennent aussi atrophiés, aussi anesthésiés? Parce qu'il y a des blocages de plusieurs ordres. Le travail parlementaire est encadré par des textes qui font que le parlementaire est corseté. Mais c'est autant de choses qu'il faut bousculer. C'est pour ça que le Cameroun a besoin, et même le président de la République, aujourd'hui, pour qu'il y ait la décongestion qui lui éviterait une sortie à la Bouteflika, on a besoin d'un parlement dynamique. On n'a plus besoin d'un parlement d'exécutants, mais on a besoin de parlementaires porteurs de vision. D'accord. Qui se battent au quotidien pour que les intérêts du peuple prospèrent. En ce moment, ce peuple aura le sentiment d'être représenté et ne lui passera pas à l'esprit l'envie d'occuper la rue ou de casser ou de détruire quoi que ce soit. On va sortir de cette émission. Peut-être deux dernières questions au ping-pong. Quelle a été la meilleure image que vous gardez de la présidentielle 2018 au Cameroun? Vous, quelque chose que vous avez vécu, que vous avez ressenti de positif? L'engouement populaire. L'engouement populaire. Vous savez, M. Obama, chaque jour, moi je prie tous les matins, et chaque jour je rends grâce à Dieu pour ce qu'il m'a fait en 2018. C'est le plus beau cadeau de ma vie. C'est-à-dire, même si je n'étais plus jamais candidat, je remercierai éternellement, du moins tant que je vivrai, et si j'en croise certains au paradis, je le leur dirai. Mais il y a aussi une autre image. Elle est négative. Négative. Bon, là encore, on va interpréter comme on voudra. Moi, je suis un homme de réconciliation. Je suis un homme de paix. De passage à Garoua, pendant la campagne, j'ai souhaité aller rendre visite, enfin, pas rendre visite, visiter la demeure du premier président du Cameroun. Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo. Ça m'a choqué ce que j'ai vu. Tout comme j'ai toujours été choqué par le sort. Vous savez, vous parlez beaucoup de Oumniobé, n'est-ce pas? En histoire et autres. Vous savez où il est enterré? C'est une colle. Vous, Ernest Obama, vous avez fait des cours d'histoire. Une loi de 91 a réhabilité Oumniobé comme héros de la nation. Vous savez où il est enterré? C'est moi qui pose des questions sur le plateau, malheureusement. Bon, vous avez refusé de répondre, donc je suppose que vous savez, vous avez juste refusé de répondre. Donc, je mets les deux. Parce que il y a un exercice que j'ai fait aussi pendant cette campagne. Aller me ressourcer auprès du prolongement de l'action de qui je me situe. Vous étiez à Dakar pour Amadou Ahidjo? Oui, je suis allé à Fumban et ailleurs. Et, vous savez, j'encourage les jeunes à le faire. C'est pour cela que je parle d'un panthéon. Pour tous ces héros de la nation. D'accord. Et j'aimerais qu'un jour, parce qu'un jour, que ce soit vous ou moi, ou Paul Biya, qui devenions président de la République, pour notre cas à nous, ou Paul Biya, toutes ces personnes qui ont œuvré pour le Cameroun, d'une façon ou d'une autre, méritent une respectabilité éternelle. Mais, puisqu'on sort de l'émission, permettez-moi quand même de vous dire mon admiration. À vous, M. Ernest Obama. Je sais que je vous surprends. Et je surprends ceux qui nous regardent. Les gens ne le savent peut-être pas, parce que hier, nous nous sommes rencontrés à la faveur de la préparation de cette émission. Et vous m'avez appris que votre frère aîné était souffrant. Et je vous ai d'ailleurs accompagné à l'hôpital, aux urgences. Nous l'avons trouvé en réanimation. Et je ne veux pas dire aux autres comment nous nous sommes battus hier pour trouver 6 poches de sang. Et hier soir, vers 18 h, on m'a annoncé qu'il est décédé. Et vous vous souvenez, je vous ai appelé pour vous adresser mes condoléances et vous demander si vous auriez le courage de présenter l'émission. Et là, je me rends compte que, sauf ceux qui le savaient, ou alors ceux qui ne le savaient pas, étaient loin de s'imaginer que le trépignant Ernest Obama, qui vient de me cuisiner à sa façon, est profondément endeuillé parce que je n'ai pas encore vécu cette douleur-là. Mais j'imagine même pas ce que ça peut être de perdre son frère aîné. En tout cas, je me souviens que vous m'avez confié hier que vous ne savez pas comment vous allez vivre ça. Mais je vous dis bon courage. Seul Dieu peut apaiser la douleur qui peut traverser votre cœur en ce moment. Merci. Peut-être une dernière question, Cabral. Est-ce que
vous vous occupez encore de la maison au moins? Vous avez encore un peu de temps pour madame à la maison? Vous êtes toujours parti quand vous n'êtes pas à Douala, au nord avec Mokhtar, Malpetel, je connais quelques noms de ceux qui vous entourent, hein, Serge Olama. Aristide Bitouga, Ouais. Joseph Niek. Ah oui, continuez, allez-y. Fabrice Béa. Armand Ocol. Eh bien, il y a un qui se bat tellement. Francky Mathieu. Actuellement, il est aux États-Unis. D'ailleurs, permettez-moi de raconter cette anecdote parce que j'ai dit quelque part, je peux? Bien sûr. Il y a une photo qui a circulé à un Clotaire. moment. J'étais, oui, Clotaire Sadifilé. Il y a une photo qui a circulé à un moment des États-Unis. Je sortais d'une grosse voiture noire, la Suburban. Vous savez, la Suburban, c'est le véhicule généralement dans lequel roule l'ambassadeur des États-Unis ici. Eh bien, les gens ont dit, oh, Cabral a beaucoup d'argent, il a acheté une Suburban. En fait, c'est la Suburban de Francky Mathieu, qui est notre camarade de 11 millions de citoyens. Et je lui ai dit, ben, comment toi tu peux rouler avec la voiture dans laquelle roule l'ambassadeur des États-Unis? Il m'a dit, mais Cabral, la Suburban, ça fait le taxi ici. Ça fait le Uber ici. Ici, ce n'est pas le Cameroun. Vous avez juste une asymétrie de perception. Mais ici aussi, les sénateurs roulent dans la même voiture. Donc nous sommes dans un pays où le sénateur roule dans la même voiture qui fait le taxi. C'est vous là-bas au Cameroun, nous au Cameroun, qui pensons qu'un ministre ne peut pas rouler dans une KE, c'est la KE 90, que sais-je encore. Non, il faut toujours que le ministre ait un véhicule qu'aucun autre citoyen ne peut acheter. Non. Vous savez, ces pays développés, c'est aussi ça le développement. Mais permettez-moi de saluer ma charmante épouse qui supporte effectivement cela. Muriel Peggy Bilunga, qui, elle, continue à aller au travail, contrairement à tout ce qu'on raconte. Et je crois que l'un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus de l'Éternel, c'est cette épouse. Vous savez, je ne suis pas facile à vivre du tout. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Elle me dit souvent que j'ai été pour elle une école et qu'elle n'est pas prête à s'inscrire dans une autre. Une façon de me dire que même s'il y a quoi, je serai toujours là. Mesdames, Messieurs, c'était Cabral Dibi. Il est jeune, il était candidat à l'élection présidentielle de 2018 au Cameroun. Il a surpris tout le monde avec un score qui n'était pas attendu. Il estime d'ailleurs qu'il a fait mieux que cela. Monsieur, si vous permettez. Allez-y rapidement. Oui, tout à l'heure, on a cité que les noms des garçons quand même. Vous avez cité une dame. Mais cité aussi Rolande ici. Cité aussi Madame Nomo. Cité aussi Aïcha Touinois. Que j'ai reçu sur le plateau de aussi Anne Noir, mon attaché de presse. Citez-les aussi, citez-les aussi. Il ne faut pas qu'on dise qu'11 millions de citoyens. Vous avez vu, d'ailleurs, nous avons un mouvement de ladies, carrément, dans 11 millions de citoyens. Et bon, dans la diaspora, alors, hein, Germaine Lipep, Régine Mathieu, vous le voyez, ben, elle carbure. Donc, vraiment, permettez-moi de dire encore merci à mes camarades. Le travail que vous abattez, et je vous le dis et je vous le réitère encore, tant que vous serez là et que vous vous battrez, je trouverai toujours l'énergie, même après avoir fait 500 km comme aujourd'hui, pour être là, pour tenir debout et continuer le combat. Merci à vous. On va remercier Cabral d'avoir été avec nous, mesdames, messieurs. Vous l'avez entendu, il sera candidat à l'élection municipale et législative à venir au Cameroun. On est revenu longuement sur la présidentielle 2018 au Cameroun. Il a donné son avis et il a répondu à certaines rumeurs qui circulent régulièrement sur la toile, même s'il n'entend plus en parler dans les jours à venir. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. On espère que vous nous retrouverez régulièrement. Votre place de consultant à Club d'Élite, est-ce que vous pouvez la reprendre? Mais bien sûr. Vous êtes prêt? Mais bien sûr. Je cherche à être occupé. D'accord, ok, c'est entendu. Je pense que le patron vous a entendu et qu'il prendra peut-être des mesures favorables pour cela. On remercie toute l'équipe de production qui était avec nous, Bruno Bidjan qui s'est occupé de la préparation de l'émission. Merci bien sûr à Willy Tchunko Sebri, à Kono, Stéphane à Kono également. J'ai oublié quelqu'un là. Il y a eu Bill en Vela. Mokhtar, on t'a déjà salué, on ne va pas te saluer deux fois. Merci à Jennifer Amougou également qui était avec nous dans l'équipe de production. Le programme a été supervisé par le... Matoukou Gandhi. Ah ben voilà, il a été salué déjà. Le programme a été supervisé par le président directeur général du groupe Anecdote, Jean-Pierre Amougou Belinga. On va donc justement rappeler que cette émission est dédiée à
à notre frère aîné. Il s'appelait Nananana Sébastien Girard. C'était le premier fils de ma mère qui portait par ailleurs le nom de mon père, dont c'était mon frère aîné qui nous a quittés hier au centre des urgences et des réanimations de Yaoundé au Cameroun. Mesdames et messieurs, on se retrouve dimanche prochain lorsqu'il sera à 11h dans le cadre de l'émission Club d'élite. On vous souhaite un excellent week-end en compagnie des programmes de Vision 4. Je vais rapidement retrouver mes bords pour donner la poule du Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations. J'espère que je l'ai toujours. Voilà, Bénin, Guinée-Bissau, Ghana seront donc les adversaires du Cameroun au premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre en juin prochain en Égypte. Le tirage au sort a eu lieu aujourd'hui au Caire. Il y a également cette possibilité de voir le Cameroun abriter le CHAN qui est prévu en 2020. Et l'Éthiopie ne serait pas prête. Le Cameroun pourrait peut-être prendre cette compétition. On vous souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de Vision 4. N'oubliez jamais, mesdames, messieurs, le temps reste et demeure le véritable tribunal de l'histoire. Bien le bonsoir.